Au niveau des helminthias, nous avons eu un taux, nous avons eu une prévalence de 32%, donc avec une dominance des acaridioses. Alors, par la suite, nous avons essayé de comprendre comment les populations conçoivent, quel est leur niveau de connaissance, quelle représentation les populations de ces quartiers font de la maladie. Alors, nous avons donc étudié un questionnaire ménage avec des personnes âgées de 15 à 60 ans. Et après, il y avait des guides d'entretien aussi, des focus group que nous avons réalisés. Alors, le premier constat ici, vous voyez, la population est en majorité jeune. Nous avons près de 64% qui sont âgés entre 20 et 34 ans et à peu près 6% qu'on retrouve entre 45 et 54 ans. Alors, lorsque vous parlez des problèmes de santé dans les communautés, les gens voient des causes métaphysiques. Pour certaines personnes, tous les problèmes sont dus au fait que les gens ont peut-être désobéi à Dieu, et on vous dit que les Saintes Écritures avaient déjà prédit cela. Donc, et à peine 24% ont vraiment trouvé à ces problèmes de santé les causes anthropiques. Et c'est l'avantage qu'on a en Afrique, c'est que nous avons des sorciers qui ont un dos très large, donc tous les problèmes de santé, on les met toujours sur les problèmes. Donc la maladie est vue par la population, est liée à un modèle étiologique traditionnel fondé sur les traditions et l'héritage culturel. Alors, j'ai juste pris quelques cas ici où, lorsque vous parlez de paludisme, on vous dit, bon, moi je travaille beaucoup et quand je ne me repose pas, j'attrape le palu. Voilà comment. Donc, ce n'est pas dû au fait que... Ce n'est pas dû au problème de fait qu'il y ait une population de moustiques ou alors au problème climatique, non. C'est vraiment dû à la culture. L'autre dit, le palu est ma maladie. Quand je suis un peu fatigué, ça se réveille. Surtout avec le soleil ces derniers temps, tous les jours on est malade. Même si le moustique donne la maladie, mais il y a autre chose en plus. Donc, la personne dit, il y a peut-être autre chose. Et à la question de savoir comment vous faites pour lutter contre les maladies dans la communauté, la majorité des gens vous parlent de prières et de talismans. Donc, en portant un talisman, on peut se faire protéger. Très peu vous diront qu'il faut entretenir son environnement. Alors, donc on a donc noté qu'il y a un déficit de conscience sanitaire au niveau des populations. Donc, les représentations que ces populations font du phénomène et ses conséquences montrent qu'il y a un manque d'informations vraies concernant le sujet, mettant ainsi en danger leur état de santé. Alors, donc, ça fait donc qu'il y a un rejet des mesures sanitaires, aussi l'adoption des comportements à risque et des pratiques mystiques. D'où la nécessité donc de mettre en place des stratégies d'adaptation pour permettre à ces populations de mieux comprendre. Car pour s'adapter, il faut être capable de percevoir le risque et avoir conscience. Et les études ont montré qu'il y a trois choses qui expliquent très souvent les échecs d'adaptation: le manque d'anticipation, l'existence de forts conflits et l'incapacité à s'approprier la responsabilité du problème. Donc, les stratégies qu'on avait mises en place avaient pour objectif d'aider les populations, de les préparer à moins subir les effets qui sont dus justement au changement climatique, aussi à l'aggravation des pathologies. Donc, nous avons procédé par une approche qui a été développée par l'Université de Berne en Suisse, qui a eu du succès dans plusieurs domaines, qui est en fait l'apprentissage autodidacte pour la durabilité. En fait, c'est une méthode participative qui permet à un groupe intersectoriel d'une communauté de réfléchir sur un problème précis et de proposer des solutions adaptées pour résoudre le problème en vue du développement durable. Donc, nous avons fait des sortes de mini-ateliers de 6 jours. Nous avons mis des 20 participants ensemble en essayant de faire un équilibre entre les hommes et les femmes, et aussi entre les jeunes et les adultes, et aussi en intégrant toutes les couches socio-culturelles qu'on retrouve au niveau de la communauté. Et l'apprentissage a lieu par un processus de réflexion interactif où les gens apprennent les uns des autres. Alors, les méthodes, c'est des discussions de groupe, les jeux de rôle, les chansons, des sketchs, et aussi cette approche qui est très importante où on amène les gens à redécouvrir leur quartier. Parce que les gens vivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, ils passent par là tous les jours, mais ils ne connaissent pas. Mais lorsqu'on les amène à redécouvrir avec un bloc-notes et un stylo, en notant tout ce qu'ils voient, les gens se rendent compte en fait qu'ils sont en train de découvrir un quartier depuis des années qu'ils ne connaissent pas. Et nous avons également cette approche qui est un peu une approche qu'on appelle la toile d'araignée, qui amène les gens à prendre conscience qu'en fait, le problème de santé, c'est une affaire de tous. Parce que lorsque ça touche un individu, ça peut toucher toute la communauté. Et donc, lorsqu'on parle des mesures, chacun doit vraiment se mettre à l'œuvre. Et les principaux résultats, c'est qu'on amène donc les gens à corriger les mauvaises informations qu'ils ont
des problèmes de santé, à identifier les besoins en information, en formation, aussi en matériel, aussi les besoins institutionnels, aussi à voir combien il est inutile d'avoir des conflits, parce que l'un des véritables problèmes dans ces quartiers, c'est des conflits entre communautés. Vous avez dû entendre déjà à travers les médias, mais c'est au niveau des communautés, c'est encore très, très accentué. Et donc, on les amène à vivre ensemble, aussi à mettre en place un certain chronogramme d'activité. Et aussi, surtout, à prendre conscience de la nécessité d'agir individuellement et collectivement. Alors, et au terme de ce processus, on leur a fait don de matériel dont ils avaient besoin pour pouvoir travailler. Et ça les a amenés eux-mêmes, au terme du processus, à mettre en place un programme d'activité qui a consisté donc à entretenir le milieu de vie. Hein, et donc, tout ceci, afin donc, comme on l'a dit, d'avoir une prise de conscience individuelle et collective. Et ils ont mis en place un groupe de volontaires pour l'assainissement. Et voilà le résultat que nous avons obtenu un an après le début. À gauche, bon, je ne sais pas comment vous les voyez là-bas, oui, c'est toujours à gauche. À gauche, c'est l'état avant et l'état après. Hein, vous voyez un peu. Donc, c'est cette petite évolution qu'il y a eu dans... Vous voyez un peu dans quelles conditions les gens vivaient avant le projet et qu'est-ce que ça devient après le projet. Et alors, on s'est rendu compte que les quartiers où nous avons travaillé, lorsque les pluies sont arrivées, il n'y a plus d'inondation du tout dans ces quartiers parce que les gens avaient eux-mêmes pris conscience qu'il fallait faire des canalisations. Il y a eu une réduction totale de la nuisance pluviocidienne. Lorsque nous avons fait la première évaluation, l'analyse situationnelle, un individu qui dort dans ces quartiers recevait en moyenne 43 piqûres de moustiques par nuit. 43 en moyenne. Et lorsque nous avons fait l'évaluation, après, le taux était réduit à 5 piqûres. Ce qui est encore énorme, mais c'était quand même mieux qu'avant. Il y a eu une réduction justement des risques de fièvre typhoïde, de dysenterie. Alors, bon, naturellement, notre projet a pris fin et l'une des menaces, c'est justement que lorsqu'un projet prend fin, les gens sont démotivés et ils arrêtent et tout ce que vous mettez pratiquement tombe à l'eau. Mais ça nous a quand même permis de comprendre que la réduction des effets des changements climatiques passe par le renforcement des capacités des populations concernées, aussi l'importance de la communication entre toutes les parties prenantes, hein, l'importance de valoriser les membres de communauté, aussi de rester en contact avec les populations sur le terrain. Alors, nous avons formulé un certain nombre de recommandations, c'est-à-dire la nécessité de mettre en place un plan d'urgence qui va donner l'information adaptée, aussi d'impliquer les populations dans l'élaboration des stratégies d'adaptation, la nécessité d'adopter une politique d'information pour procéder à une adaptation dans la diffusion du message concernant les changements climatiques, aussi se référer aux techniques traditionnelles, de promouvoir la conscience sanitaire au sein des populations défavorisées en milieu urbain et de favoriser la gestion des ordures en termes de collecte et d'évacuation, de susciter cette transformation et de créer des canalisations pour favoriser l'évacuation des eaux de pluie, et aussi de trouver la possibilité de dupliquer cette approche dans d'autres communautés, parce que comme je vous ai dit, la plupart des pays en Afrique, vous avez ces quartiers précaires où vous avez pratiquement les mêmes problèmes. Peut-être que si on trouve un moyen de le faire. Alors, le projet s'est soldé donc par la reconnaissance nationale. On a reçu le prix de la recherche des mains de l'ancien chef de l'État, et la présence de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire et du ministre de la Recherche. Alors, si vous permettez, juste, j'ai voulu présenter avec la permission du président, toujours, d'autant plus qu'on parle de développement en Afrique, ce livre qui, vous savez, le problème du VIH-Sida est très crucial en Afrique. Et lorsque le pape Benoît XVI était au Cameroun en 2009, on lui avait posé la question sur son point de vue sur la lutte contre le sida en Afrique. Il a donné une réponse qui a fait objet de polémique. Et nous avons choisi de faire notre proposition, d'écrire un livre dont le titre est « Si le pape Benoît XVI avait finalement raison ». Il est apparu la semaine passée aux éditions universitaires européennes. Je vous invite à le lire. Merci pour votre attention. Merci Alain.